Le droit et vous, avec l'Ordre des avocats de Lille et la faculté libre de droit. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Comme chaque lundi à cette heure-ci, à 13h pile, retrouvez notre nouvelle rubrique intitulée Le droit et vous. Alors aujourd'hui, le thème, c'est les violences conjugales. Nous allons tout de suite aborder le thème avec Franck Ludwisak, maître de conférence à la faculté libre de droit. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Grand Lille TV. Alors première question d'une de nos téléspectatrices. Mon ami me frappe depuis plusieurs mois. Je n'en peux plus, je veux déposer une plainte, mais je voudrais savoir vers qui je dois me tourner et comment se passe la procédure. D'accord. Alors, il convient en premier lieu de préciser que la victime de violences conjugales peut être indifféremment une femme ou un homme. D'accord. Alors, le texte, enfin le droit pénal prévoit que la victime est également un époux, un concubin ou un partenaire lié par un PACS. Alors, cette qualité de la victime constitue donc en droit pénal une circonstance aggravante de l'infraction, y compris quand l'auteur des faits est l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié par un PACS. Alors concrètement, la victime des violences conjugales doit avant toute chose se rendre chez son médecin afin qu'il constate les coups portés. Et donc il s'agit effectivement d'un préalable absolument indispensable, puisque le médecin va fixer l'ITT. L'ITT, c'est quoi? C'est l'interruption totale de travail, c'est-à-dire la période pendant laquelle la victime ne pourra exercer aucune activité, ni professionnelle, ni sociale, ni familiale. Et donc, ce certificat médical va aider au dépôt de plainte devant les forces de police. Et ce dépôt de plainte sera ensuite transféré entre les mains du procureur de la République qui décidera s'il est opportun ou non de poursuivre l'auteur des faits. Alors là encore, la qualité de la victime et la durée de l'ITT a son importance, puisque si le procureur décide de mettre en œuvre les poursuites, l'ITT et la qualité de la victime, donc conjoint, concubin, etc., entraînera une aggravation de la sanction pénale. Alors classiquement, si l'ITT est inférieur ou égal à 8 jours, la peine d'emprisonnement sera de 3 ans et de 45 000 € d'amende. En revanche, si l'ITT est supérieur à 8 jours, la peine est encore plus grave, puisqu'on passe là à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, il faut préciser également que si les violences exercées entraînent une mutilation ou une infirmité permanente, là, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle, et donc c'est une cour d'assises qui jugera les faits. On conseillera à cette personne également de recourir au service d'un avocat, ce qui lui permettra également donc de se constituer partie civile pour déclencher l'action publique. Ok, alors deuxième question, je vis avec un homme qui ne cesse de m'humilier et de me bousculer violemment. Si je vais voir la police, pourront-ils me croire alors que je n'ai aucune preuve ni trace physique? Alors là, il y a deux choses. Il peut y avoir d'abord classiquement des violences, légères ou non. Donc là, on retombe encore dans un délit puisqu'on prend encore en compte la qualité de la victime. Il s'agit également, dans ce cas de figure, d'un harcèlement psychologique exercé au sein du couple. Alors il s'agit ici d'un délit nouveau qui a été créé par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences exercées spécifiquement aux femmes. Alors il faut constater des agissements répétés qui ont pour objet de dégrader les conditions de vie de la victime, qui se traduisent donc par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc là encore, la peine est de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, ou 5 ans et 75 000 € d'amende en fonction de l'ITT. Alors concrètement, s'agissant de la preuve, il s'agit d'un fait juridique, donc elle peut être prouvée, les faits peuvent être prouvés par tout moyen, c'est-à-dire notamment par témoignage, ou encore, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, par le biais d'un certificat médical ou d'une expertise psychologique qui va donc attester de la réalité de l'altération de la santé physique ou spécifiquement ici mentale de la victime. Donc en d'autres termes, l'absence de traces physiques sur la victime n'est absolument pas un obstacle pour poursuivre l'auteur des faits. Alors, autre question d'une de nos téléspectatrices encore. Mon mari me tape devant mes enfants. Je veux porter plainte. La justice peut-elle interdire à mon mari d'approcher de la maison et de nos enfants? Alors là, il y a deux volets. Le premier, il est issu de la même loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,
qui permet donc à titre provisoire aux juges aux affaires familiales de prononcer un certain nombre de mesures d'urgence qui visent donc à protéger la victime, donc en obligeant l'auteur des violences de quitter le domicile conjugal. Et le juge, donc dans son ordonnance de protection, peut également interdire à l'époux d'approcher les enfants. Alors il s'agit de mesures provisoires, c'est-à-dire dans un délai, ne dureront que 4 mois au maximum, ce qui laisse évidemment le temps d'engager une requête en divorce ou de poursuivre au pénal pour violence volontaire. Au-delà, le juge de jugement ou alors le juge de l'application des peines pourra également, lui aussi, imposer à la personne condamnée d'approcher le domicile conjugal et de s'en approcher. Alors il nous reste juste une petite minute pour faire une dernière question. Mon mari me contraint à avoir des pratiques sexuelles que je n'aime pas. Ai-je le droit de refuser ces rapports sexuels alors que nous sommes mariés ? Alors, en principe, les rapports sexuels entre époux constituent une obligation découlant du mariage. Donc, le refus d'un des époux d'avoir ces rapports peut constituer une faute qui peut être cause de divorce. Cependant, le consentement des époux aux rapports sexuels ne constitue en droit français qu'une présomption simple, c'est-à-dire que chaque époux doit en principe s'assurer que son conjoint consent aux relations sexuelles, quelle que soit leur nature. Donc le fait de contraindre son partenaire ou d'user de violence pour avoir des relations sexuelles constitue une agression sexuelle aggravée, s'il s'agit d'un conjoint, ou d'un viol aggravé. Donc là, effectivement, la qualité de la victime rentre encore en ligne de compte, puisqu'il s'agit d'une circonstance aggravante. Et donc l'auteur des faits pourra être condamné soit à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende s'il s'agit d'une agression sexuelle, soit à 20 ans de réclusion criminelle s'il s'agit d'un viol aggravé. Merci beaucoup Franck Ludwisak. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté libre de droit. Je rappelle également le thème de la semaine prochaine qui portera sur le surendettement. Si vous avez une question, eh bien vous pouvez la poser directement sur la page Facebook de Grand Lille. Restez avec nous à suivre votre météo et l'infotrafic. À tout de suite. C'était Le Droit et vous, avec l'Ordre des avocats de Lille et la faculté libre de droit.